À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Souto. Maxime Auchard et Michael Dos Santos, jeunes Français ordinaires devenus djihadistes, tortionnaires pour l'organisation État islamique. Deux individus qui se sont largement servis, l'un comme l'autre, des réseaux sociaux. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Bref, vous êtes vraiment l'expert qu'il nous fallait ce matin. Je vais commencer peut-être par ce qui m'a choqué. Hier, quand Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, nous a donné le compte d'un de ces deux jeunes sur Twitter, je suis allé le voir, ce compte. Alors là, l'horreur, de la propagande pure et simple accompagnée de photos monstrueuses, de décapitations, etc. Est-il normal aujourd'hui qu'on voit ça sur des réseaux sociaux sans aucune barrière ? Alors la question de la normalité ne se pose pas tellement, le problème se pose de la légalité. C'est vrai que ces sites internet, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, se considèrent comme des hébergeurs et non comme des éditeurs. Ça veut dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de responsabilité préalable pour censurer, filtrer l'information avant que celle-ci ne soit disponible. Mais la loi française dit rien pour ça ? Alors effectivement, ça suppose qu'on soit dans de l'apologie de la violence, dans l'appel à la haine, et à ce moment-là, ils réagissent de manière passive, en tout cas a posteriori. Et c'est vrai que c'est assez préoccupant parce que souvent ils appliquent en plus des lois, on considère que ce sont des lois américaines qui s'appliquent, puisque lorsque vous signez les contrats, lorsque vous vous inscrivez sur ces comptes-là, effectivement, ce sont souvent des tribunaux et des législations américaines qui s'appliquent. Et c'est vrai que c'est souvent a posteriori sur signalement que à ce moment-là, des équipes éditoriales en quelque sorte vont apprécier le bien fondé du retrait ou la fermeture des comptes. Mais des comptes sont fermés ponctuellement. J'ai envoyé un tweet à Twitter hier, copie au patron de Twitter France. J'ai demandé quelle est votre politique vis-à-vis des comptes de djihadistes. Ils m'ont pas répondu sur le réseau, ils m'ont envoyé un mail. C'est pas hyper clair honnêtement, mais ce qui est sûr c'est que le compte a été fermé dans la foulée, c'est-à-dire qu'il est resté actif toute la journée et en fin de journée vers 19h-20h on a constaté qu'il était fermé. Est-ce qu'ils sont tenus de faire le ménage quand même ? Alors ils sont tenus, voilà, notamment sur signalement. Exemple, là je leur ai signalé, ça voilà, revient à parce signalement. Exactement, et ça c'est souvent une de leurs attitudes, c'est là où ils se comportent en tant qu'hébergeurs, c'est-à-dire quelqu'un m'a signalé un comportement, c'est transféré à une équipe qui va étudier ou regarder le compte et à ce moment-là ils vont opérer et ils vont le fermer automatiquement. Par contre ce qui est certain c'est que la facilité pour fermer un compte, c'est aussi la facilité d'en ouvrir un. Ils ne sont pas là, ces producteurs de ces comptes ne sont pas là pour durer pour l'éternité, ils sont là pour être présents et donc si même vous obtenez la fermeture, en quelques clics, un autre sera créé de manière à repartir et relancer le débat. Mais c'est une vraie question embarrassante pour les réseaux sociaux, ça. Alors effectivement, parce qu'ils sont entre la liberté d'expression, premier amendement de la Constitution américaine, qui est très fort dans l'état d'esprit. Intangible aux États-Unis. Voilà, et puis cet appel à la haine, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations un peu ubuesques où des sites, par exemple français, ont vu leur page Facebook fermée ou affectée parce qu'ils avaient présenté des seins de femmes, notamment des articles sur le cancer du sein. Par contre, la décapitation est considérée comme un acte d'information. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de ligne éditoriale qui n'est pas très claire, avec des valeurs qui effectivement peuvent poser question. On a un tweet de Maxime Liedo qui nous demande et qui vous demande, est-ce que c'est comme un centre de recrutement pour les djihadistes ? C'est via les réseaux sociaux qu'ils recrutent un maximum de personnes. Alors les réseaux sociaux ont une grande qualité, c'est qu'ils sont accessibles à tout le monde. Ils sont sans connaissance technique, même sans trop de connaissance de langue, puisqu'il y a des déclinaisons par différentes langues. C'est un endroit, c'est une place publique. Et donc effectivement, c'est un lieu formidable, soit pour recruter des gens, soit pour faire du prosélytisme, mais également pour revendiquer. Et étant donné que n'importe qui peut y passer avec un téléphone, avec un ordinateur, de manière très simple, c'est un endroit idéal. Et en plus, il est à bas coût, ça coûte peu cher, ça coûte rien. C'est juste de la matière grise pour être présent sur ce réseau social. Et YouTube, il n'y a pas de contrôle non plus sur les plateformes pour Alors c'est le même régime, en ligne, effectivement c'est le même régime. Là on rentre dans l'univers de la famille Google puisque c'est le propriétaire de YouTube. C'est évident que YouTube ou les autres d'ailleurs, voilà, parce que la vidéo dont on parlait tout à l'heure dans le journal ou de propagande avec les Français. Voilà. Absolument. Ce qui est certain, c'est que maintenant on voit d'autant plus des produits, des films de plus en plus aboutis, c'est-à-dire avec des génériques, avec des sous-titrages, avec des constructions graphiques. C'est produit comme on dit. Il y a de l'intelligence, il y a de la compétence derrière. Pourquoi ? Parce que ils savent aussi que leur public est un consommateur de vidéos par ailleurs et donc il lui faut être au niveau en quelque sorte pour attirer l'attention et susciter l'intérêt. Alors Nicolas Arpagian, tout ça c'est si on veut voir le verre à moitié vide, mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, c'est une mine de renseignements pour les policiers qui vont à la chasse à ces djihadistes ? Alors en tout cas c'est un lieu de ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire la possibilité d'identifier des gens qui vont commencer à se connecter à des sites. Alors ce qui est problématique, c'est d'arriver à faire le filtre, parce que c'est pas parce que vous fréquentez, journaliste d'Europe 1 est allé ponctuellement sur un compte djihadiste pour ou d'un
sympathisants parce que ça, les djihadistes. policiers peuvent le voir, par exemple. En tout cas, on voit bien que des connexions sont intervenues. Est-ce que on peut faire la différence entre quelqu'un qui vient par curiosité et quelqu'un qui vient par envie de se convaincre et de s'auto-radicaliser? Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est effectivement, notamment dans la loi telle qu'elle a été adoptée sur le projet de loi terrorisme, ça par contre, c'est peut-être discutable, c'est-à-dire qu'on va essayer de territorialiser Internet. Je m'explique, quand vous vous connectez à Internet, vous êtes bien installé dans un territoire, et l'idée du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était de dire on va empêcher l'accès de Français, de comptes Internet français à des sites Internet à l'étranger. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de techniques peu chères, simples, qui permettent en fait de donner la nationalité de votre dernière connexion, mais ça va être un serveur basé souvent à l'étranger, et là, à ce moment-là, vu de Internet, votre connexion viendra de ce pays étranger. On est d'accord que YouTube, Twitter, Facebook subissent tout ça, hein, évidemment. Est-ce que c'est une lutte perdue d'avance de vouloir réguler les réseaux sociaux ? C'est compliqué. Effectivement, c'est une lutte difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est facile de réapparaître. On n'est pas un média, lorsqu'il s'installe, à vocation à durer, à vocation à fidéliser. Il a vocation à être présent, un peu comme un commerçant qui aurait sa boutique et qui met fièrement depuis 1712 commerçants dans votre ville. Là, on est affaire à des gens qui sont des opportunistes. Ils sont là pour réapparaître, être le plus efficace sous forme de coups ponctuels. Ils ne sont pas là pour créer une chaîne de médias. Merci Nicolas Arpagian d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes l'auteur d'un Que sais-je très bien fait sur la cybersécurité. Il s'appelle d'ailleurs La cybersécurité. Il est publié aux presses universitaires de France, les PUF. Merci et bonne journée à vous.